Alors sur la deuxième grande tendance absolument majeure qui pour moi va marquer les 30 prochaines années, c'est la nature du progrès de la productivité. Parce que si vous voulez faire des prévisions d'évolution du PIB, vous avez besoin de faire des évolutions, des anticipations d'évolution de la population et de la productivité au sens du PIB par habitant. Et si vous avez des prévisions et de la population et du PIB par habitant, vous avez des possibilités de faire des prévisions sur le PIB relatif des pays à l'horizon des 20 ou 30 prochaines années. Et je distingue dans le livre deux grandes sources de productivité. L'une que je nomme sectorielle, qui résulte du transfert massif de population du monde agricole vers le monde des villes. Les gens à ce moment-là sont essentiellement employés dans l'industrie, dans la construction. Et le simple basculement de population du monde agricole vers le monde des villes fait passer la productivité de 0 à 4-5 points. Donc c'est une source massive de progrès de la productivité pour ces pays en transition. Qu'est-ce que c'est qu'un pays émergent ? Ce n'est pas un pays qui est dans une sorte d'ascenseur qui s'élève en hauteur dans des étages économiques. C'est en réalité spatiale. C'est un pays qui transfère ses populations des campagnes dans lesquelles elles ont des productivités très faibles vers les villes dans lesquelles ces populations ont des productivités plus élevées. Ça, c'est la première source de productivité. La deuxième, c'est ce que j'appelle la productivité intensive, c'est celle qui résulte, cette fois, de l'augmentation de la productivité à secteur économique donné. Il est clair que la Chine, comme l'Inde, comme tous les pays en voie de développement, vont continuer de bénéficier d'une augmentation spectaculaire de la productivité sectorielle, mais jusqu'à ce que cette transition soit faite. C'est d'ailleurs l'origine de la productivité très forte, des gains de productivité que nous avions eus nous-mêmes dans les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'était simplement les paysans qu'on a envoyés en ville pour faire de la production immobilière et de la production industrielle. Donc les Chinois et les Indiens vivent ce que nous avons vécu au cours des 30 Glorieuses. Mais ce qui va faire la différence et ce qui va être le nœud du conflit géostratégique entre la Chine et les États-Unis, c'est ce qui va se passer sur la productivité intensive. Et la productivité intensive, elle se développe dans le cadre de ce que j'appelle l'économie entrepreneuriale de la connaissance. J'insiste beaucoup sur le terme entrepreneurial. Pourquoi ? Si vous voulez, on est soi-disant entré, c'est la vulgate européenne, depuis 10 ans, dans une économie de la connaissance. Quand on vous parle d'économie de la connaissance en France, tout le monde adore, puisqu'on est censé être très intelligent, donc l'économie de la connaissance, c'est notre business, on va être les meilleurs. Si ce n'est que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Parce que nous, on le traduit par on va dépenser de l'argent en recherche et développement fondamental. Non, c'est très bien, la recherche et développement fondamental, mais ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la capacité de transformer la connaissance en innovation. Et cette machine de transformation de la connaissance en innovation, par exemple, la France est très mauvaise dans ce mécanisme de transformation. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas du tout entré dans une économie de la connaissance, on est entré dans une économie entrepreneuriale de la connaissance. La figure centrale de cette économie, ce n'est pas le chercheur, c'est l'entrepreneur. Certes, le chercheur joue un rôle fondamental, mais c'est l'interaction entre les chercheurs, les capitaux risqueurs et les entrepreneurs qui permet le basculement de la connaissance vers l'innovation. Et c'est l'innovation de produits, de services, l'innovation organisationnelle qui va favoriser donc l'essor de l'économie. Or, ce que nous observons depuis une vingtaine d'années, c'est que, quels que soient les défauts, par ailleurs tout à fait spectaculaires de l'économie américaine, il y a aux États-Unis un creuset d'économie entrepreneuriale de la connaissance qui est sans équivalent sur la planète. Il y a quelques poches à Cambridge, en Angleterre, il y a des poches en Allemagne, on a une poche potentielle dont on n'a jamais rien fait qui est Saclay en France. On essaye d'y travailler aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs du développement de notre pays. Mais fondamentalement, au niveau mondial, c'est les Américains qui ont réussi à faire ces innovations. Il se trouve que récemment, je connaissais bien le patron de Siemens en France qui vient de quitter son job au mois de septembre et qui me disait que Siemens était très préoccupé en interne, qu'ils réfléchissent sur leur propre processus d'innovation. Et il me disait, par exemple, nous Siemens, nous serions incapables de faire l'iPad et l'iPhone. C'est donc le symbole de cette économie entrepreneuriale américaine. Or, les Américains, ce qu'ils ont fait sur les technologies numériques, ils sont en train de le reproduire sur les biotechnologies, ils sont en train de se préparer à le reproduire sur les clean tech. Donc, on a une économie américaine extrêmement compétitive du point de vue de ce processus d'économie entrepreneuriale. Et je pense que c'est le point fort des États-Unis.
Parce que dans le livre, j'opère une comparaison de cette économie entrepreneuriale aux États-Unis avec ce qu'on observe en Chine. Il faut savoir que la Chine retrouve aujourd'hui une part de la puissance qu'elle a eue dans le passé, puisqu'en 1820, donc la révolution industrielle en Europe de l'Ouest démarre en 1780, mais en 1820, donc c'est le début de l'expansion de cette industrialisation. Or, en 1820, la Chine, c'est 30% de la population et 30% du PIB mondial. La Chine, au XVIe, XVIIe siècle, était très en avance sur le plan scientifique. Et la Chine, que ce soit au XIIe, XIIIe, XVe, il y a eu plein de moments où la Chine aurait pu être le creuset de la révolution industrielle, ça ne s'est jamais passé. Il n'y a jamais eu d'équivalent à l'époque d'économie entrepreneuriale de la connaissance. Et donc je fais le pari que les Chinois auront des difficultés à adopter une économie entrepreneuriale. Il y a un indice que j'utilise qui est extrêmement spectaculaire. Quand vous analysez la composition des exportations chinoises, vous observez que ce qui résulte des exportations de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme privé interne de la Chine, plus les entreprises d'État, ça représentait 2% des exportations mondiales en 2002 et c'est toujours 2% des exportations mondiales aujourd'hui. Et ce qui monte, c'est les réexportations de ce qu'on pourrait appeler la Chine manufacture du monde, c'est-à-dire les pièces qui sont envoyées par les grandes entreprises mondiales, être assemblées en Chine et ressortir. Et cette exportation de manufactures chinoises est passée de 1%, 1,5% en 2002 à 5% aujourd'hui, 5-6% aujourd'hui. C'est-à-dire que toute la progression de la Chine en proportion du PIB mondial et des exportations mondiales s'est faite dans cette activité de manufacture. Alors ils sont en train d'essayer de rebasculer vers la croissance interne. Ils font des innovations en interne, mais pour l'instant, c'est encore et toujours de l'adaptation d'innovations qui ont été faites ailleurs.